Le sport est une passion. Et toute passion est aveugle. Vous avez vu les drames récemment en Belgique, avec les Anglais. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Ghana? Au Ghana, nous devions un match à retour. Les Ivoiriens sont partis, les supporters du moins, et ils ont débarqué à Koumassi, puisqu'on avait fermé le stade d'Accra à cause du mauvais comportement des Ghanéens. C'est pas nous qui avons fermé cela. Donc, on s'est rendu à Koumassi. Nous avons joué, il faut reconnaître, dans le plus grand calme. Il n'y a pas eu d'incident. Les nôtres demandent à rentrer à Abidjan avec leur propre avion. Les autorités ghanéennes de Koumassi ont refusé. Ils ont dit qu'ils doivent venir à Accra. Qu'on ne peut contrôler les départs qu'à partir du terrain d'Accra. Notre ministre est resté sur le terrain avec les supporters jusqu'à 4 heures du matin. Mais ils ont pu atterrir avec nos avions à Accra. Il n'est arrivé ici qu'à 7 heures du matin. Et il y a des pêcheurs en nos troupes. Il y a des gens qui voudront profiter de toutes les occasions pour voler. Il n'y a pas que la crème seulement des races qui soient venues en Côte d'Ivoire. Il y a la Ligue. Ils ont tous dit qu'on a frappé notre ministre, qu'on a déchiré ceci ou cela. Et ça a suffi aux voleurs et non pas au peuple ivoirien. Le président, le ministre Fologo arrive et il prend le micro pour rassurer la population ivoirienne que ce sont des racontars, de pauvres gens qui veulent abuser de leur sentiment national, mais qui n'en a jamais rien eu. Il n'y a pas eu la moindre difficulté avec nos frères ghanéens, c'était vrai. Mais déjà, les voleurs, et ce que vous ne savez pas, n'ont pas voulu publier cela. C'est dans la nuit. Ce sont les petits Ghanéens que nous avons arrêtés, qui allaient montrer les cases des Ghanéens à des bandits, des voyous. Et ce sont ces voyous-là qui ont commencé à piller, et la police est intervenue. Qu'est-ce que on a grossi les difficultés de cet incident. Le peuple ivoirien n'a pas été associé. Tout ce qu'on a arrêté, ce sont des voyous, des bandits qu'on a jugés, qu'on a emprisonnés. Alors, on a dit des Ghanéens sont dans un camp de concentration, lesquels ils se sont sauvés et ils se sont réfugiés sous la protection de la police, jusqu'à ce que leur parti ait demandé au peuple de ne pas se joindre à ces bandits pour piller. Ils sont rentrés chez eux. Et on nous a dit que les Ghanéens retournent en marche chez eux. L'ambassadeur ici n'a pas fait son devoir. Ce n'était pas juste. Je l'ai demandé parce qu'on avait dit qu'il y a des gens qui étaient groupés à Bouaké en attendant leur départ. Je lui ai donné la parole, il est parti. Et les Ghanéens qui sont là-bas, il n'a jamais été question de cela. Nous ne parlons pas, nous sommes ici en Côte d'Ivoire, nous sommes très bien. Mais vous, Ghanéens, vous ne devez pas parler de ces choses-là. Pourquoi? Parce que, contrairement aux autres tribus, aux autres nations, nous venons du Ghana, à partir du XVIe siècle. Et nous sommes établis ici, sur une grande partie de la Côte d'Ivoire. Moi qui vous parle, je suis originaire du Ghana. Un de vos chefs disait quoi? Si la Côte d'Ivoire est si bien naturelle, c'est parce qu'il y a un Ghanéen à la tête du pays. Eh bien, nous n'aurions pas cette origine-là. Les Ghanéens qui sont venus par vagues successives ne retournent pas. Ils sont à Assini, Alpha Assini, jusqu'à là où ils étaient d'abord des pêcheurs, des bijoutiers, planteurs. Est-ce que l'ambassadeur peut vous montrer un seul Ghanéen manœuvre dans les champs? Ils travaillent pour eux-mêmes. Il n'y a pas un seul Ghanéen manœuvre. Alors, les journaux, tout de suite, avec les racontards, les ragots de Treichville. C'est pour cela que je suis heureux que vous soyez venus. Mais là où il n'y avait pas d'incident, rien. Voilà la situation. Oui. Les autres pères fondateurs de l'OUA avaient adopté en 1963 à Addis Abeba lancé un appel pour l'établissement d'une agence panafricaine d'information. Cette agence, la PANA, est créée depuis 1979 et est opérationnelle depuis mai 83. Son siège est à Dakar. Une quarantaine d'États membres de l'OUA ont jusqu'ici ratifié la convention d'établissement de l'agence.
Mais, Monsieur le Président, la Côte d'Ivoire n'y figure pas et ne participe pas encore à la PANA. Pourtant, Monsieur le Président, c'est bien un Ivoirien, en l'occurrence le directeur de l'agence ivoirienne de presse, qui, en sa qualité de président de l'Union des agences africaines de presse, a dirigé de 1974 à 1978 tous les travaux de faisabilité de cette agence continentale. Aussi, Monsieur le Président, l'absence de votre pays, de cette institution spécialisée de l'OUA, prive la PANA du bénéfice de l'immense prestige politique et économique de la Côte d'Ivoire, qui est par ailleurs un des plus grands carrefours d'échanges et de la communication. Alors, Monsieur le Président, à quand peut-on espérer la participation de la Côte d'Ivoire à l'Agence panafricaine d'information? Je vous remercie. Merci. Je vous ai dit que nous avons toujours été au rendez-vous de toutes les coopérations. Certains d'entre vous, dans certains pays, je ne parle pas du Sénégal, s'ils figurent dans une association ou dans une organisation de coopération, on ne les trouve pas dans d'autres. Mais nous, nous sommes dans toutes les organisations de coopération interafricaine. J'avoue que je ne suis pas au courant de l'affaire que vous m'exposez aujourd'hui. Nous avons notre ministre de l'information qui est originaire du Sénégal, mais citoyen ivoirien. Je lui demanderai d'étudier cette question et de nous répondre le plus tôt possible. On vous transmettra notre réponse. Monsieur le Président, je demande la parole pour élucider une question de politique étrangère. C'est Al-Ahram, Égypte. Au moment où le Conseil de sécurité condamne le raid israélien sanglant en Tunisie, à unanimité, croyez-vous que le moment de renouer les relations diplomatiques avec Israël est-il propice? Et serait-il éventuellement un moyen pour mener en tant que médiateur et sage de l'Afrique, Israël à la politique du dialogue que vous preniez et à la raison au lieu de la politique de terreur et de violence qu'elle sème au Liban, en Tunisie et dans les camps de réfugiés palestiniens, refusant toutes les tentatives de paix, de conciliation? Quelle serait votre contribution éventuelle comme homme de paix et comme sage à la réalisation du noble objectif de paix qui est le vrai combat dans lequel l'Égypte de Moubarak s'est engagée dans une course contre la montre pour dérober la question palestinienne de l'impasse et sauver une paix à laquelle les actes d'Israël font ombrage et découragent? Madame, il faut rétablir la situation dans leur contexte. Depuis 1973, les pays africains ont rompu les relations diplomatiques avec Israël. Qu'est-ce que cette rupture a apporté dans la solution du problème posé? Vous parlez de l'Égypte. L'Égypte a des relations diplomatiques avec Israël. Non, il faut que nous puissions parler. Nous sommes un pays indépendant et libre et souverain. Nous aiderons davantage à la solution des problèmes. Libre que d'être à la remorque pour voter sans qu'on en tire quoi que ce soit. Voyez-vous, nous sommes entre nos frères. Vous parlez des Palestiniens. Est-ce que vous, Arabes, vous avez une politique palestinienne? Une partie des Palestiniens, la majorité, dont le chef est basé à Tunis, une partie est soutenue, la majorité est soutenue par des Arabes. Mais l'autre moitié, même si c'est un quart, c'est soutenu par qui? Par les Syriens, Arabes. Et qu'est-ce que vous dites de cela? C'est là le vrai problème. Vous voulez traiter pour une Palestine unie, et nous sommes d'accord avec vous. J'ai des relations avec Arafat. Mais qu'est-ce que vous faites? Prenez garde. Nous avons vu un pays très digne, très noble, avant les Palestiniens, l'Arménie, qui aussi a été détruit par la Turquie. Pendant des années, on a voté, on a promis de reconstruire la patrie arménienne. On n'a rien fait, parce que les Arméniens étaient divisés. On n'a rien fait. Et aujourd'hui,
Pourquoi vous, Arabes, vous ne pouvez pas, alors que vous avez une ligue, vous imposer le devoir de vous réunir et de prendre une position commune pour présenter la requête des Palestiniens? Vous voyez que ça n'a pas été pénible pour nous autres de comprendre l'Odyssée d'Arafat, non pas chassé par les Israéliens, mais par leurs propres frères. Hein? Ne mêlons pas la passion à une affaire aussi grave que froidement. D'abord vous-même, vous commencez pour vous entendre pour une Palestine. Et les autres, qui soient en dehors, vous aideront. Mais quelle position vous nous présentez, vous, nos frères arabes? Voyez le problème de l'Iran avec l'Irak. Qu'est-ce que vous faites? Une partie de nos frères arabes sont avec l'Iran, l'autre partie avec l'Irak. Où allez-vous? Et vous voulez que nous vous suivons comme ça? Non. Nous voulons vous aider, comme vous nous aidez, nous coopérons dans le... Mais il faut quand même que vous sachiez où vous voulez aller. On ne peut pas nous faire suivre. Quand un homme vous prend votre bâton, vous qui êtes aveugle, et vous promène dans de la célébrité, où est l'aveugle? Non. J'ai des relations les plus cordiales avec le monde arabe. J'ai des amitiés les plus sûres. Mais c'est précisément parce que je veux parler maintenant aux Arabes que je vais être libre de leur parler. Et les aider. Les aider. Je puis parler aux Israéliens, puisqu'ils viennent me rendre visite. J'ai cessé depuis la rupture des relations. Et un jour, le docteur Tataba, qui a été tué, assassiné en Espagne, qui était l'intermédiaire entre Arafat et moi. Un jour, Ayab Chokro m'avait dit quoi? Il ne connaissait pas l'étendue de mes relations de paix. Ah, si on savait que vous aviez de telles relations, on vous aurait demandé de ne pas rompre les relations diplomatiques avec Israël pour mieux nous servir. Nous sommes pour la paix, elle est une et totale. Nous pouvons apporter quelque chose. Nous ne surestimons pas nos positions. Nous sommes un petit pays à la tête d'un petit pays, un petit homme, petit chef à la tête d'un petit pays. Mais nous voulons parler avec toute la liberté nécessaire, puisque nous sommes mus par aucun souci d'argent. Nous ne demandons rien à qui que ce soit. Nous sommes indépendants à l'égard de quiconque. Mr. President, Monsieur le Président, Mr. President, Monsieur le Président, Mr. President. La Côte d'Ivoire est incontestablement un État souverain. C'est à la Côte d'Ivoire de décider et de tracer sa politique. C'est incontestable. Et nul ne peut lui contester ce droit, c'est un fait. Mais il y a certaines vérités à rétablir. Certainement qu'avec des rétablissements, avec des relations diplomatiques, on pourrait croire qu'on pourrait servir la paix. Mais c'est un fait. Depuis 1965, Bourguiba a appelé au retour à la légalité internationale. Israël n'a pas suivi. Il a appelé au retour au partage de 47. Israël s'y est opposé. Récemment, vous n'allez pas loin. Que faites-vous avec les Européens? Avec l'Europe, avec l'Amérique qui se tient une guerre? Est-ce que vous avez rompu des relations avec? C'est une question de solidarité arabo-africaine. C'est au nom de ce principe. Ah non, mais ça va là. Le monde est ferme. Sérieux. Sérieux. Non. Non. Voulez-vous finir la question? Allô? Écoutez, qu'il finisse la question. J'ai dit que nous ne développerons à aucune question. Alors qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent, parce que je crois avoir suffisamment parlé de nos relations, de la façon dont nous entendons désormais entretenir des rapports avec l'ensemble de la communauté internationale. Vous voulez que nous soyons un peuple diminué, un pays diminué, que nous n'avons plus le droit de prendre des positions nettes, favorables à la paix? Vous voulez que nous soyons une sorte de robots pour voter des motions et des motions? Ah non, ah non, non.
Roger Bouginac. Monsieur le Président, j'ai voulu tout simplement signifier qu'Israël, à chaque fois, s'est dérobé aux efforts de paix pacifiques. Et que récemment, il y a eu un plan arabe. Et que les Arabes ont beau être divisés, ils ont le plan de fesses. Et Israël l'a encore refusé, et c'est ce que je voulais dire. Il faut que nous en parlions. Il faut que nous joignions nos voix. Il n'y a que vous qui parlez un langage de sourds. Il faut que nous voyons. La coopération arabo-africaine doit être positive. Vous ne pouvez pas, alors que vous n'avez aucune position nette sur tel problème, vous ne vous entendez pas. Vous n'êtes d'accord que sur votre désaccord. Alors est-ce que vous allez nous entraîner? Monsieur le Président, Jean-Joseph Moreau, Africa numéro 1. À propos du Conseil de l'entente, s'il vous plaît. Monsieur le Président. Jean-Joseph Moreau, Africa numéro 1. Voyez-vous, nous sommes à la tête d'un petit pays, certes, mais un pays rassemblé. C'est 60 tribus dans le cadre de notre mouvement, qui est le ciment de cette unité. Il ne faut pas croire que je dois prendre la parole dans des instances internationales avec mes seuls sentiments. Je vous ai dit au début que 3 fois, mon peuple ne m'a pas suivi. Et je me suis incliné. Le peuple, aujourd'hui unanime, veut, et nous avons tenu notre pré-congrès à Yamoussoukro, veut redevenir ce qu'il est. C'est-à-dire un peuple libre, souverain, qui a droit à être respecté par qui il respecte les autres. Pourquoi vous voulez que nous empêchions, nous, de parler? Êtes-vous sincère? Vous donnez des milliards, vous ne m'avez pas donné, je n'en veux pas, mais vous donnez des milliards, vous donnez des milliards et des milliards à des pays qui soutiennent Israël. Vous voulez protester contre les États-Unis. Qu'est-ce que ça vaut, cette protestation? Est-ce que vous rompez les relations avec les États-Unis? Qui soutient Israël? Et ce n'est pas les États-Unis seuls, c'est tout le monde évolué. Les États-Unis, c'est le porte-parole, il parle au nom de tous. Nous ne sommes pas des enfants. Nous rendrons de meilleurs services à la cause palestinienne, libre, d'engager les discussions, nous aussi. Est-ce que vous saviez que les présidents, les premiers ministres israéliens venaient jusqu'à me solliciter des avis à Abidjan et à Genève où je m'étais retiré? Mais depuis 1963, je ne dis plus rien. Je suis muet. Et qu'est-ce que ça vous a profité, ce mutisme d'Oufoué? Oufoué veut parler. Monsieur le Président, Roger Bouginac de Nice Matin. Roger Bouginac de Nice Matin. Alors, ma question ne sera pas une pétition de principe mais une déclaration de foi. Je voudrais simplement revenir à la communauté et au problème du cacao. Que pensez-vous à l'heure actuelle des pressions qui sont faites dans le cas de la communauté par la Grande-Bretagne pour pouvoir introduire des matières grasses non cocoïères dans la fabrication du chocolat? Est-ce que vous ne croyez pas que ça risque de déstabiliser une partie de votre économie nationale? Est-ce que vous avez l'intention de réagir avec la vigueur que l'on vous connaît et peut-être avec l'appui des amis que vous comptez dans la communauté européenne? C'est déjà fait. Nous n'avons pas attendu le congrès, c'est déjà fait. Tous nos ambassadeurs sur place protestent. Et pour le moment, il n'y a que l'Angleterre, un ou deux pays, mais la France, l'Allemagne fédérale, tous ces pays sont avec nous. Déjà, il y a baisse du prix de nos produits. Et si on introduit maintenant de la graisse végétale, eh bien, on va réduire la production. Nous avons diversifié la production agricole chez nous. Sur le plan de la qualité, sur le plan aussi de la quantité. Il faut qu'ils produisent, même si on ne les paye pas ce à quoi ils doivent prétendre, qu'ils produisent le maximum. Je vais vous dire une chose. J'ai dit que je ne voulais pas du triomphalisme, mais nos paysans reçoivent combien? 600 milliards. C'est pas pour leur production de café, de cacao, de riz, de coton, de bananes, d'ananas. Si j'avais même sur quelques 1500 milliards que reçoit le pays, si j'avais même du pétrole,
Est-ce que vous croyez que je pourrais redistribuer 600 milliards à chaque individu? Non. C'est là la figure de la Côte d'Ivoire. Nos paysans reçoivent directement de l'argent dont ils disposent pour leur équipement, pour améliorer leur niveau de vie, pour améliorer leur cadre de vie. Nous leur demandons de produire davantage. Un jour viendra où les choses ne seront pas comme elles sont aujourd'hui. Donc ils doivent travailler. Et si on veut introduire des matières grasses dans le cacao pour réduire d'1 centième la production, mais nous protestons. Ce qu'on attend de nous, mes frères attendent de moi, c'est l'effort. Le résultat ne m'appartient pas. Mais nous sommes là à crier. Même dans le désert, nous continuerons à crier pour que justice soit faite. Et un jour viendra, on nous entendra. C'est pour cela que je vous ai dit aux autres, il ne faut pas me mettre le baillon. Ce n'est pas vrai. Il faut que nous puissions parler maintenant. Il faut que nous puissions parler. Que nous disions ce que nous voulons. On nous écoutera. Ne nous ramenez pas à des muets. Nous avons la langue. Il faut qu'elle parle. Et notre langue est libre. Chez nous, on dit, quand on a le bœuf sur la langue, on ne peut pas la remuer. Il n'y a pas de bœuf sur ma langue. Président, quelle appréciation faites-vous de la visite du président en exercice de l'OUA dans le pays de la ligne de front? Deuxièmement, l'UNESCO, l'une des institutions les plus prestigieuses du système des Nations Unies, est confrontée actuellement à un problème très difficile, né essentiellement du concept du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Pouvez-vous donner votre sentiment sur la situation qui prévaut actuellement à l'UNESCO? Merci, Monsieur le Président. Vous avez posé deux questions. Nous avons encouragé notre jeune frère, le président Abdou Diouf, président en exercice de l'OUA, de prendre contact avec nos frères de l'Afrique orientale. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour qu'il y ait la communication. Nous faisons tout. Nous ne rencontrons pas la compréhension. Et Abdou est parti avec je dirais même notre bénédiction pour tenter de faire quelque chose. Il a été et il a fait son devoir. Voyez-vous, l'ONU, quand elle a été créée, nous n'étions pas encore des États indépendants.